up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. Alright, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome! What is up, beautiful souls? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'enregistre cet épisode de podcast. Il est tôt, ça fait pas longtemps que je suis debout. Je voulais l'enregistrer hier soir, mais après ma journée de travail, j'avais la tête pleine. Puis je me disais que ça allait, flower mieux si je l'enregistrais le matin. Fait good morning, bon matin. C'est toi aussi, ça fait pas longtemps que tu t'es réveillé. On dirait que j'entends dans ma voix que c'est les premières paroles que je dis aujourd'hui. Mais je suis contente que vous soyez à l'écoute. J'ai un gros épisode aujourd'hui, puis c'est pour ça que je voulais être en pleine forme, top shape pour l'enregistrer, parce qu'on va rentrer vraiment dans un sujet qui comprend énormément de nuances, énormément de subtilités, énormément d'informations, des choses un peu plus complexes à comprendre, un monde que ça fait longtemps que je veux, déposer sur le podcast dans un épisode. Il y a bien des trends dans le monde du health and wellness and fitness. Puis c'est un trend, c'est un mot que je vois être de plus en plus utilisé sur les réseaux sociaux. Puis des fois, ça me fait un petit peu rouler des yeux parce que comme n'importe quoi, on veut parfois ou souvent utiliser des mots genre trendy pour faire bien du marketing, puis attirer bien de l'attention, puis faire bien de l'argent. Fait que je veux qu'on démystifie tout ça. Bref, ce mot-là, somatique, vous avez vu le titre du podcast. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est important? Pourquoi il faut faire attention à certaines choses qu'on voit sur les réseaux sociaux? Comprendre, bien sûr, la définition, c'est quoi cette approche-là thérapeutique? Comment ça a un impact sur toi, ta santé, ton corps, ton esprit? Et bien sûr, comme toujours, vous donner non seulement de l'inspiration, mais des trucs pratico-pratiques pour que vous puissiez utiliser l'information pour vous, votre bien-être overall. Avant de plonger dans le sujet, je voulais encore une fois vous remercier d'être à l'écoute. Si c'est ta première fois sur le podcast, bienvenue. Je suis super contente que tu sois là. On approche les 200 épisodes. Donc, bien sûr, c'est la plateforme de création de contenu que j'aime le plus dans la business. J'adore recevoir vos feedbacks. J'adore quand vous partagez des épisodes sur les réseaux sociaux et que vous me taguez. Bien sûr, j'apprécie fois 1000 quand vous me laissez un 5 étoiles, que ce soit sur Spotify ou Apple. Ça aide bien sûr le podcast à être vu par plus de gens. Et donc, j'aime bien ça dire, propager la bonne nouvelle de la santé holistique, de conversations inspirantes. Fait qu'on continue à chaque semaine avec des épisodes solo, des épisodes avec invités. Il y a mon épisode de fête qui s'en vient, ma fête étant le 1er novembre. Donc, à chaque année, je fais quelque chose de spécial. Et le 200e épisode qui s'en vient aussi. Donc, merci d'être là, de vous abonner, de partager le podcast. Ça me fait super plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais parler de tout ce qui est somatique. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit, il y a comme une trend en ce moment, on voit genre, je sais pas, moi je vais donner un exemple, faire du yoga somatique, ou faire une thérapie somatique, ou faire un entraînement somatique. Et bref, somatique, littéralement, ce que ça veut dire, c'est que tu sors de ton mind. En fait, tu fais la connexion entre ton esprit et ton corps. Fait que c'est une approche thérapeutique qui se concentre sur ta connexion entre ton corps et ton esprit. Tu utilises ton corps physique pour t'aider à guérir, relâcher, faire le lien entre différentes expériences émotionnelles et psychologiques qui vont se manifester dans ton corps, par exemple sous forme de tension, de douleur, de dysfonctionnement physique. Fait que la thérapie somatique, ça l'aide à explorer puis à traiter des manifestations corporelles, donc qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, pour que tu ailles un bien-être global. Comme je disais, l'aspect somatique, c'est la relation entre le corps et l'esprit.
Puis c'est super important de comprendre ça parce que ça influence directement ta santé globale et ton bien-être. C'est pour ça que quand on dit faire du yoga somatique, ben par sa définition, puis même le yoga, je vais parler des vinyasas, là, je vais parler du yoga qu'on voit dans j'ai envie de dire un peu la culture moderne, parce que le yoga, ça englobe beaucoup plus que la pratique de yoga qu'on voit quand on va faire, par exemple, un cours de yoga dans lequel on bouge ou qu'on prend des positions. Il y a d'autres aspects au yoga. Mais bref, le yoga, tel qu'on le connaît dans sa popularité actuelle, ben c'est littéralement du mouvement. Donc, c'est somatique de par sa définition. Fait qu'on n'a pas besoin de flasher nos mots, faire comme « Hey, on fait du yoga somatique ». Donc, parce que c'est somatique, c'est la forme de yoga la plus awesome et la plus efficace. Encore une fois, ça, c'est un petit peu dans les trends, réseaux sociaux, marketing, etc. Dès que le corps est impliqué, c'est une pratique somatique. Je répète, dès que ton corps est impliqué, c'est une pratique somatique. C'est ça la définition. Donc, si tu vois une annonce d'un cours ou d'une méthode d'entraînement ou une méthode de thérapie, qu'on essaie d'aller chercher ton attention parce qu'on utilise ce fameux mot-là somatique, bien, souviens-toi qu'à la base, marcher, c'est somatique. En ce moment, je vous parle puis je bouge beaucoup mes bras parce que moi, je bouge beaucoup quand je jase, surtout quand c'est quelque chose que je suis passionnée, bien, c'est somatique. OK? Donc ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire parce que c'est important. Fait que je répète, la thérapie somatique, c'est une approche qui est holistique. C'est aussi un autre mot trendy, mais qui est populaire, que moi, j'utilise beaucoup, qui aide à traiter les déséquilibres émotionnels et physiques en explorant puis en travaillant des sensations corporelles. Donc, en se ramenant dans le corps. Puis, pourquoi c'est important tout ça? Je vais vous énumérer quelques points. Et là, j'ai pris des notes pour le podcast d'aujourd'hui. Des fois, je suis juste en free flow, puis go, go, go. Mais parce que je voulais vraiment pas vous jaser pendant 3 heures puis me pitcher partout, parce que ça englobe énormément de choses, la thérapie somatique, ben j'ai pris des notes. Fait que j'étais un petit peu plus, je crois, structurée. J'espère que je vous perdrai pas, mais comme d'habitude, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous voulez que je répète certaines choses, vous voulez que j'aille plus en profondeur, mais dites-moi là, puis je peux rajouter ça dans soit un post ou, évidemment, un autre épisode de podcast. Fait qu'évidemment, la première importance, c'est de faire cette connexion-là entre ton corps et ton esprit. Une connexion qu'on a beaucoup perdue, hein? On vit énormément dans notre tête, souvent. On n'écoute pas nos signaux de faim, de satiété. On s'en rend pas compte qu'on a une tension dans l'épaule qui est là depuis toujours. On a un petit mal de tête qu'on s'est habitué à vivre avec. Peut-être qu'avant de tomber dans nos menstruations, on a des crampes dans le ventre qu'on essaie de couper, puis d'engourdir, puis de pas ressentir. T'sais. Je comprends, j'avoue, des fois, ça peut être douloureux. Mais vous comprenez qu'on perd beaucoup cette connexion-là, corps et esprit. Fait qu'on explore par l'aspect somatique comment les états émotionnels et mentaux, hein, donc on travaille autant le corps émotionnel que le corps mental, ils se manifestent physiquement dans le corps. Par exemple, vous avez sûrement déjà vécu, quand tu es stressé, hein, quand tu as un stress émotionnel, mais ça se peut que tu aies un petit peu plus mal aux muscles, ça se peut que tu aies un petit peu plus mal à la tête, ça se peut que tu aies des problèmes digestifs. Je parlais de ça littéralement hier soir avec ma cliente. Également, après notre premier appel de coaching, j'ai quand même eu mal au ventre. T'sais. Bon, j'ai fait un peu de yoga, un peu de pilates, j'étais peut-être raquée. Là, j'ai dit oui, ça se peut que ça soit des courbatures musculaires. Mais ça se peut aussi que, d'embarquer dans une démarche de coaching, d'avoir eu un premier appel où est-ce qu'il y a eu des émotions, il y a eu des prises de conscience, pas toujours faciles, bien, ça brasse en dedans. Puis elle m'a dit oui, c'est vrai, quand je suis stressée, bien, je le sens souvent dans ma digestion. Donc ça quelques exemples banals, puis pas banals dans le sens que c'est pas important que tu aies mal à la tête, que tu aies des problèmes digestifs, mais ce que je veux dire, c'est quelques exemples très simples qui démontrent littéralement que ta santé physique, ta santé mentale sont connectées. Ensuite, on peut parler de la mémoire somatique. Et il y a un livre excellent qui est « The Body Keeps the Score ». C'est en français, ça aussi je l'avais noté, « Le corps n'oublie rien ». Donc, soigner le stress et les traumatismes avec la pleine conscience, par l'auteur Bessel van der Kolk. Bon, je le prononce probablement pas super bien, mais si tu vas sur Google puis tu marques « The Body Keeps the Score », tu vas le trouver, c'est un des livres les plus populaires, les plus connus, qui a été le plus traduit, etc. Donc, la mémoire somatique, ce que c'est que le corps il peut mémoriser des expériences traumatiques ou stressantes, souvent de manière inconsciente. Je sais pas, moi, mettons que tu vis un trauma quand tu es jeune,
Ça peut être aussi intense, grave que, par exemple, de te faire abuser, de te faire frapper, d'avoir eu un accident, même, j'allais dire, pas nécessairement que ça soit physique, fait que tu t'es fait vraiment engueuler de façon traumatisante par tes parents quand tu étais jeune. Ou ça peut être d'autres traumas, on appelle souvent ça des petits T traumas, qui font en sorte que inconsciemment, t'es pas en train de te dire « Ah, mon corps est en train d'enregistrer que je vis un stress puis un gros choc traumatique en ce moment. Donc, je vais enregistrer ça dans les cellules de mon corps et ça va rester le restant de mes jours jusqu'à temps que je libère cette émotion-là ou ce trauma-là. » C'est inconscient, là. Ça se fait automatiquement. Et bien sûr, tout ce qui reste dans le corps, ça finit par se manifester par, encore une fois, des tensions musculaires, par exemple, ou des douleurs chroniques. Fait que quand on comprend ça, ça peut aider à traiter les traumas qui sont pas résolus. Puis c'est pour ça que j'ai absolument rien contre la psychothérapie, contre la psychologie, contre du coaching où est-ce que tu parles, tu expliques, tu comprends. Mais encore une fois, on est encore énormément dans la tête. Et c'est pour ça qu'il y a des gens parfois qui sont en thérapie, un type X de thérapie depuis longtemps, et pourtant, ils ont encore des douleurs, ils ont encore des mémoires dans le corps, ils ont encore des incarnations de ces chocs-là, de ces traumas-là, de ces émotions-là, de ce stress-là qui se manifestent dans leur quotidien. C'est comme, coudonc, me semble qu'après toute cette thérapie-là, me semble que ça devrait moins m'affecter. Me semble que je devrais moins sentir cette lourdeur-là. Me semble que je devrais moins avoir X, Y, Z. Mais c'est parce qu'il faut le sortir par le corps, hein? C'est ça l'aspect somatique. Il faut utiliser le corps pour se libérer de ces mémoires-là. Donc, comprendre cette mémoire-là, comme je disais, ça peut aider à traiter des traumas, des chocs, des dysfonctionnements, des émotions qu'on va appeler peut-être plus chroniques ou inconfortables ou lourdes ou à basse fréquence énergétique pour que ça fonctionne, que tu te sentes bien pour de vrai par la suite. T'sais. Ensuite, j'ai dit le mot stress quelques fois, hein, je pense que ça, c'est assez clair que... Puis, tu sais, tu le sais probablement, là, quand tu es stressé, tu as probablement des manifestations physiques. On a parlé du système digestif. Il y en a qui ont de l'eczéma, hein, donc des affectations au niveau de la peau, des maux de tête. Des fois, ça vous coupe l'appétit complètement. Des fois, au contraire, vous avez envie de manger. Donc, encore une fois, on revient au système digestif. Il y a peut-être, je sais pas moi, des gens qui sont stressés. Ah, quand je suis stressée, je le sens, là, je sens que j'ai comme une boule ou que ma poitrine va se serrer. Bien, ça en est des manifestations physiques. Et le stress chronique, donc quand on a le taux de cortisol qui est dans le tapis tout le temps, là, bien, c'est sûr que ça affecte ton système immunitaire, ça affecte ton système cardiovasculaire. Tu sais, j'ai envie de dire, ça affecte pas mal tous tes systèmes corporels. Donc, la gestion du stress, arriver à mieux répondre aux agents stresseurs, arriver à être mieux équipé, mieux résilient dans cette réponse-là, qui fait en sorte que quand tu as un stress, oui, ça se peut. Tu as un taux de cortisol qui monte, tu as ton système nerveux qui s'active, mais après ça, tu es capable de retourner à ton état de calme, tu es capable de retourner à ton état d'équilibre, d'homéostasie. Bien, cette gestion-là du stress, grâce, entre autres, gardons ça, à des techniques somatiques, mais c'est sûr que ça peut t'aider à réduire tes risques de maladies qui sont associés au stress. Je pense que c'est assez clair. Puis on va en parler tantôt des techniques précises plus somatiques. Il y en a que vous connaissez déjà, là, on pense juste à la respiration. Super, super importante. Ensuite, on a parlé du stress. Là, on s'en vient au niveau plus des émotions, que j'ai déjà mentionné, bien sûr, mais quand on utilise le terme régulation émotionnelle, c'est pas mal la même explication qu'avec le stress, dans le sens que on est des humains. On est ici, littéralement, pour vivre une panoplie d'émotions. C'est-tu pas un wonderful thing? Imaginez là qu'on était des robots, qu'on n'avait pas d'émotions. Donc, on pourrait pas avoir de la peine quand quelqu'un décède. On pourrait pas avoir de la joie quand on a une belle célébration dans notre vie. On pourrait pas ressentir de la gratitude. On pourrait pas ressentir de la colère quand quelqu'un a croisé nos limites. Hein? Ça serait pas mal ennuyant. Ça serait pas mal nerd. Ça serait pas mal poche. Mais bon, les émotions, energy in motion, de l'énergie en mouvement, émotion, ben ça le dit, c'est supposé être en mouvement, encore une fois, à travers le corps, de façon somatique. Puis, j'ai entendu différentes données, je pense que j'en avais déjà parlé dans quelques podcasts,
J'ai entendu que, tu sais, à peu près entre 90 secondes et 5 minutes. Fait qu'on s'entend, c'est très court, là. En quelques minutes, si on laisse l'émotion passer, bouger, faire son mouvement à travers notre corps, bien, ça devrait pas durer ben plus longtemps que ça. Fait que, par exemple, t'es fâché, tu te laisses vivre ta colère, tu l'exprimes, peut-être que tu punches un oreiller, ou t'écris, ou bref, tu laisses la colère être dans ton corps, passer, tu l'accueilles, tu la résistes pas, tu la suppresses pas, puis en quelques minutes, ça devrait passer. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais Claudia, moi, des fois, je suis en tabarouette, pour pas dire un autre mot, pendant des heures après une chose qui s'est passée dans ma vie. Ou des fois, je sais pas, moi, je ressens une émotion vraiment plus longtemps. Et oui, ça se peut, mais c'est surtout parce que tu continues avec ton mental à te faire des histoires puis à nourrir cette émotion-là. Ou tu la mets de côté et elle remonte, ou tu les mets toujours de côté, tes émotions, puis ça s'accumule jusqu'à temps que ça pète, en bon québécois. Mais cette régulation-là émotionnelle de « OK, j'ai une émotion, je libère les tensions qui sont accumulées dans le corps, donc j'ai une réponse qui est plus équilibrée à cette situation-là qui m'amène soit du stress ou soit une émotion forte », bien, évidemment, ça peut t'aider avec cette régulation-là émotionnelle, éventuellement avec la régulation de ton système nerveux. On va en parler aussi de ton système nerveux. Fait que, tu sais, après quelques minutes, là, c'est ta tête, c'est ton mental qui continue à faire des histoires sur « Hey, je vais prendre un exemple banal, là, genre je me suis fait couper dans le trafic, puis genre ça m'a mis fâchée. » Puis là, t'en parles à ta voisine quand t'arrives chez toi. Puis là, ta chum, elle t'appelle plus tard, puis tu lui racontes encore que tu t'es fait couper dans le trafic. Puis là, le soir, dans ton journal, t'écris que tu t'es fait couper dans ton trafic. C'est toi qui nourris cette histoire-là. Fait qu'à chaque fois, tu vas ressolliciter ta réponse émotionnelle de colère. Versus, je me fais couper dans le trafic. Ah ouais, ça me fait chier, je trouve ça poche, je suis un peu fâchée. Je le sens dans mon corps, and then I let it go. Ça dissipe, je relaxe. Je suis la conscience qui observe et ressent les émotions, qui observe les pensées. T'es pas ton émotion, t'es pas ta pensée. Ça, le travail de Michael Singer, c'est mon travail préféré. Fait que allez vous procurer les livres de Michael Singer que je parle souvent, là, Untethered Soul, L'âme délivrée, puis Living Untethered. Écoutez ses podcasts. Justement, dernièrement, il a sorti plusieurs nouveaux épisodes. Fait que bref, une autre chose importante à prendre en compte pour tout ce qui est de la, on va appeler ça de la thérapie somatique. Je sais pas si on a le droit d'utiliser le mot thérapie, un peu comme le Reiki, c'est pas supposé être un traitement, mais bref. C'est toutes des modalités qui peuvent nous aider à aller mieux. Fait que dans mon livre à moi, ben, c'est super intéressant d'utiliser le mot thérapie, ou plutôt de voir ça comme une thérapie. Avant de continuer, c'est ça, je vous ai parlé du livre là, The Body Keeps the Score. Je vais vous en nommer d'autres, parce que je sais que j'ai souvent ces questions-là. Claudia, as-tu des livres là-dessus? Puis des fois, je m'en souviens pas parce que j'en ai lu tellement. Donc, il y a aussi Waking the Tiger, Healing Trauma par Peter Levine. Pensez à Adam Levine, le chanteur de Maroon 5. Il y a Eckhart Tolle qui parle, entre autres, en français, le pouvoir de l'instant présent. Donc, ça, c'en est un bon qui explique vraiment la connexion entre le corps et l'esprit. En français, Corps et âme, une révolution en médecine de Jean-Marc Delorme. Et je vous en donne un dernier. Je vais vous donner... Ah oui, celui-là, le titre est quand même long, là, mais The Body Has a Mind of Its Own. Puis là, il y a comme un petit sous-titre que je lirai pas, par Sandra puis Matthew Blakesley. Fait que pesez sur pause, écrivez ça sur le podcast. Prenez des notes du podcast, écrivez ça sur un papier. Mais honnêtement, tu sais, The Body Keeps the Score, écoute, c'est une brique, là. C'est pas facile à lire, mais je pense que c'est vraiment le livre le plus classique dans tout ça. Bref, fait que ça, je voulais vous donner des petites recommandations de livres si vous voulez aller un petit peu plus loin. Donc, on a parlé de la connexion du corps et de l'esprit. On a parlé de pourquoi c'est important, entre autres, à travers la régulation du stress, des émotions. On comprend que ça nous permet de rétablir notre connexion à notre corps pour développer une conscience corporelle. Une conscience corporelle, bien, ça t'encourage à avoir une plus grande prise de conscience, ça le dit, de tes sensations corporelles, de tes processus internes, donc ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce qui va t'aider, bien sûr, à mieux comprendre, gérer tes émotions, tes réponses au stress, etc. Je vous ai donné quelques exemples de quand on a des
problématiques, des défis, des choses qui se passent au niveau mental et émotionnel, comment ça peut se refléter dans le corps, entre autres avec des maux de tête ou des tensions musculaires. Mais là, je vais vous en donner des plus précis par rapport, entre autres, aux émotions. Ça, c'est fascinant et ça prend peut-être une ouverture d'esprit si jamais vous avez jamais entendu parler de ce concept-là. Et je vais plugger un autre livre que j'adore qui est Le Grand Dictionnaire des mots et des malaises. Et ça, ce que ça fait, c'est un dictionnaire. Et pour chaque malaise, pour chaque mal, mot genre M-A-U-X, là, c'est pas M-O-T-S, même si c'est un dictionnaire, ben ça donne vraiment un gros paragraphe sur qu'est-ce que ça peut indiquer qui se passe au-delà du corps physique. Exemple, t'as mal à l'épaule gauche. J'ai étudié en kinésiologie puis en kinésithérapie, là. Fait que c'est sûr que je vais te dire que ça se peut que ta douleur à ton épaule gauche, ça soit une inflammation de un des tendons qui relie, je sais pas moi, ton articulation de ton omoplate, ben en fait ton omoplate à ton épaule ou ta clavicule à ton épaule. Peut-être que c'est ligamentaire, peut-être que oui là, on est très dans le physiologique, muscle, tendon, déséquilibre musculaire, ligaments, etc. Et ça se peut aussi qu'il y ait une composante émotionnelle ou mentale. Ça se peut que tu te sois foulé la cheville en courant, en sentier. Il t'est arrivé quelque chose de physique, tu t'es foulé la cheville. Ouais, bien sûr, c'est relié à ton corps physique. Mais si tu as toujours une petite tension que tu n'arrives pas tant à expliquer dans ton omoplate droite, dans ton haut du dos, puis même avec tous les étirements, puis les exercices, puis les traitements physiques, ça passe pas de temps ou ça revient, ben il y a peut-être une indication qu'il y a peut-être quelque chose au niveau émotionnel ou mental que tu dois aller relâcher, que tu dois aller au minimum prendre conscience. Des fois, juste de prendre conscience, ça peut nous aider. À un moment donné, j'avais plusieurs douleurs, toutes sur le côté gauche de mon corps. Mais bon, je fais du jiu-jitsu depuis quelques mois. J'ai un peu plus souvent mal partout. Mais, ceci étant dit, c'est quand même drôle que ça soit tout sur le côté gauche de mon corps. Fait que j'ai été lire, OK, pourquoi c'est l'épaule gauche, puis le doigt gauche, puis la hanche gauche, puis le genou gauche. Bon, bien sûr, tout est interrelié, on peut parler des fascias, etc. Mais le côté gauche, c'est aussi relié à l'énergie yin, à l'énergie féminine du corps. Yin-yang, masculine, féminine, aucun rapport avec les genres, on a les deux dans notre corps, peu importe quel genre on a, n'importe quel humain a les deux. Puis effectivement, j'étais dans une période de ma vie où est-ce que je résistais, entre autres, de recevoir, entre autres de l'aide, c'est beaucoup relié à l'énergie féminine. Est-ce que ça veut dire que si je reçois de l'aide puis j'accepte de l'aide dès le lendemain matin par quelqu'un proche de moi, magiquement, tous mes douleurs à gauche vont disparaître? Peut-être pas, mais je vous jure que ça l'aide à chaque fois. À un moment donné, j'avais des ciments dans les oreilles. J'avais comme un bourdonnement, anyway. J'avais, tu sais, le petit bruit, là, fatigant dans l'oreille. Puis, tu sais, des fois, ça m'arrive, mettons, une fois par 6 mois, là. Une fois par année même, jamais que ça m'arrive ou très rarement. Puis là, ça faisait plusieurs fois que ça m'arrivait en, mettons, quelques semaines. Je sais que j'ai pas un problème à mon oreille physique, mais j'ai été lire dans le livre. Puis, entre autres, ça disait que, tu sais, l'oreille, hein, c'est évidemment l'écoute, entendre des choses. Fait qu'il y avait quelque chose que je refusais d'entendre. Puis ça était très, très, très on point avec une situation que je vivais avec quelqu'un. Donc, bref, moi, j'adore lire là-dessus. À chaque fois que j'ai un petit quelque chose, un petit symptôme, je m'en vais voir dans mon livre. Et là, je vais vous donner certains exemples, mais procurez-vous ce livre-là, là, c'est vraiment awesome. Donc, bien sûr, si on a des douleurs musculaires et des tensions, on va commencer là parce que je l'ai déjà nommé, puis je sais que la plupart d'entre nous, on a, des douleurs. Tout ce qui est dos-épaule, hein, c'est comme une tension émotionnelle, un stress chronique qui se manifeste là, dans le haut du dos, dans les épaules, dans le cou, parce qu'on en a beaucoup. On a une charge, on en prend beaucoup sur nos épaules. Tu sais, comme l'expression genre « Ah, j'ai le dos large, je suis capable d'en prendre ». Oui, mais jusqu'à quel point? Fait que quand tu as tension émotionnelle par-dessus tension émotionnelle, stress par-dessus stress, à un moment donné, ça se peut hein, que tu aies mal au haut du dos, aux épaules, au cou. Fait que ça, c'est assez obvious, c'est assez clair. Au niveau des hanches, ça, vous avez peut-être entendu ça aussi, on retient beaucoup, beaucoup de tension émotionnelle dans les hanches, beaucoup de trauma qui est là dans les hanches.
notamment parce qu'il peut avoir une répression, une résistance face à certaines émotions profondes ou des changements de vie importants. J'ai définitivement passé par là. Donc oui, j'ai été passer un MRI et on m'a montré que je manquais énormément de cartilage dans ma hanche droite parce qu'il y avait énormément d'usure à cause du patin artistique, puis après ça, du powerlifting. Donc oui, il y a une manifestation physique, absolument. Et quand j'ai commencé à accueillir mes émotions, m'asseoir avec mes émotions, ne pas les réprimer, justement, regardons ça, j'ai eu moins mal à la hanche aussi. Donc, autre petit exemple. On a déjà parlé des problèmes digestifs, donc que ce soit des douleurs abdominales, des crampes, des troubles intestinaux, le syndrome du côlon irritable, des nausées, des ballonnements. L'intestin est extrêmement sensible aux variations émotionnelles. On parle souvent du gut, qui est comme le deuxième cerveau, et même qu'on peut s'ostiner que c'est peut-être le premier cerveau, parce qu'il y a énormément, même voire plus de connexions neurales, d'activités neurales, de nerfs, d'influx nerveux, d'électricité qui se passe là. Donc, évidemment, n'importe quelle réaction dans le gut, dans notre système digestif, c'est sûr que ça va occasionner des réactions partout ailleurs. Donc, bien sûr, tu l'as peut-être déjà vécu. Quand tu es stressé, ou même les enfants, des fois, sont stressés, ils ont mal au ventre, ça vient de là, entre autres. Ensuite, tout ce qui est douleur plus thoracique, respiratoire. Ça aussi, des fois, c'est comme une pression qu'on ressent, une oppression. Des fois, il va y avoir des gens qui vont hyperventiler ou qui ont comme un point dans la région thoracique. Quand on a de l'anxiété causée par des gros troubles émotionnels, ça peut causer, par exemple, une sensation d'étouffement, encore une fois, de difficulté à respirer. C'est relié, entre autres, je l'ai déjà dit, à l'hyperventilation, à ces contractions musculaires-là, parce que on a des muscles entre nos côtes, entre autres. Je veux dire, on a des muscles à travers notre appareil respiratoire, j'ai envie de dire. Donc, bien sûr, s'il y a des tensions qui sont là, ça va faire beaucoup, beaucoup de difficultés. Ensuite, maux de tête, migraine, stress, même chose, je me répète là, mais stress, tension, émotion, c'est sûr que ça peut provoquer, des maux de tête ou des migraines. On parlait de tension dans le cou, dans les épaules. C'est sûr que si t'es super tête puis t'es tout crispé, ça va monter, puis ça va faire mal à ta tête, entre autres. Migraine, ça, c'est une autre paire de manches. Migraine, beaucoup de, par exemple, sensibilité à la lumière. Il y en a qui ont des nausées. Ça peut être déclenché par un déséquilibre hormonal, par, je répète, le stress, la fatigue, etc. Moi, j'avais une cliente avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, puis on avait énormément changé son alimentation. On avait réduit beaucoup, pour pas dire au complet, tous les aliments inflammatoires. Puis ces migraines qu'elle avait depuis des années, là, elle avait été voir tous les spécialistes inimaginables. Malheureusement, il n'y a personne qui a parlé de sa nutrition, mais ça, c'est une autre histoire. Et ces migraines ont diminué de 80% en genre 2-3 mois là, de travailler sa nutrition. Fait que ça, c'est très, très encourageant. Donc, faites attention à ce que vous mangez, bien sûr, tout le temps, là, mais surtout si vous avez des migraines. Ensuite, douleurs articulaires. Donc, qu'est-ce qui est comme tristesse, dépression? Ça peut parfois se manifester par des douleurs articulaires. Ça peut être lié par exemple, des changements dans ton niveau d'activité physique, par une modification de ta posture. Tu sais, les gens qui sont déprimés, dans le non-verbal, ça paraît, tu sais. Quand on est triste, quand on a peur, on va se refermer sur nous-mêmes. Notre posture ne sera pas optimale. Fait que si tu es chroniquement dans ces postures-là, si tu arrêtes de bouger parce que tu es, par exemple, dans des états dépressifs qui font en sorte que c'est difficile de mobiliser de l'énergie pour te mettre en mouvement ou pour même prendre la décision de bouger, bien sûr, tout ce qui est baisse d'activité physique, sédentarité, mauvaise posture, tu vas le ressentir dans ton corps physique, entre autres par des douleurs articulaires. D'ailleurs, j'avais pensé peut-être faire un épisode de podcast sur tout ce qui est la santé des articulations. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-moi-le, puis je vais préparer ça. Ensuite, tout ce qui est mains et jambes, orteils, pieds, donc les extrémités. Ça va faire comme dire, c'est quoi le rapport? Peut-être que tu as des sensations de picotement des fois ou des sensations d'engourdissement. Mais ça aussi, ça peut être lié à une tension musculaire. Ça peut être lié surtout à une mauvaise circulation.
Des fois, ça veut pas nécessairement dire que tu vas pas bien émotionnellement, ça veut juste dire que tu bouges pas assez, là, on s'entend. Parce que si tu es assis sur tes fesses toute la journée, bien c'est sûr que, bon, la circulation, tant au niveau de ta circulation sanguine, de contraction, relâchement musculaire, de ton système lymphatique, c'est sûr que tout ça, c'est pas fait de façon optimale. Fait que ça peut amener des sensations de picotement dans les mains, dans les jambes. Je pense que ça fait le tour. Je vais finir avec tout ce qui est douleur chronique, entre autres, par exemple, la fibromyalgie. Peut-être que tu es quelqu'un qui a de la fibro en ce moment ou qui connaît quelqu'un qui a de la fibro. Ben c'est sûr que quand tu as un méga stress émotionnel, quand tu as un stress mental, bref, n'importe quel type de stress, quand émotionnellement c'est plus difficile, ben souvent, ces gens-là vont reporter qu'ils ont plus mal. Puis là, on a un petit peu plus d'études, on a un peu plus de cas de fibromyalgie que dans les dernières années. Mais moi, je me souviens, quand j'ai fait mon bac en kinésiologie, on avait un cours sur tout ce qui était douleur chronique. Donc, on avait parlé de la fibromyalgie, puis mon prof, il était français. Donc, il venait de l'Europe, il avait étudié là-bas, puis il nous avait littéralement dit que là-bas, la fibro, ça n'existait pas. C'est fou, hein? C'est sûr que ça l'a changé depuis, là. J'ai fait mon bac, ça fait longtemps. J'ai commencé il y a 15 ans, my God. 2009, j'ai commencé mon bac. Fait que bref, ça fait longtemps. Comme j'ai dit, il y a plus d'études maintenant, il y a plus de case studies, là, il y a plus de gens qui ont eu ce diagnostic-là, mais il n'y a pas si longtemps que ça n'existait pas. On appelait ça vraiment, là-bas, quelque chose de psychologique. Donc, justement, l'affectation émotionnelle et mentale causait des douleurs physiques. C'est pas parce que tu avais un problème physique à la base. C'est juste que tes réactions physiques, donc tes douleurs, tes tensions, etc., c'était dû à cause d'un malaise psychologique ou mental. Fait qu'eux, ils les traitaient en thérapie, par exemple en psychothérapie. Là, aujourd'hui, on peut utiliser la psychosomatique. Hein? Évidemment, on peut mêler ça ensemble. Donc oui, faire de la psychologie, mais ajouter l'aspect somatique qu'on jase aujourd'hui dans le podcast. Mais tout ça pour dire que ce genre de douleur chronique-là, de comme j'ai mal partout, tout le temps, je sais pas trop comment l'expliquer, bien sûr que ça va être affecté par tout ce qui est émotionnel et mental. Donc, bien sûr, tu sais, c'est pas un diagnostic que je vous dis aujourd'hui, là. Je vous donne des exemples personnels, je vous parle de ça assez large, mais c'est à vous, tu sais, de vous responsabiliser si vous avez des douleurs, si vous avez des ressentis physiques que vous savez pas trop comment expliquer, si vous savez que vous avez vécu des choses récemment ou dans le passé, puis peut-être que, oups, votre corps a gardé une mémoire somatique-là, surtout la douleur chronique, hein, des choses que, my God, ça fait longtemps que j'ai mal là, puis j'arrive pas à l'expliquer, ou, tu sais, j'ai beau tout faire, mais ça marche pas. C'est sûr qu'une approche intégrative qui considère autant les aspects physiques et émotionnels, bien, c'est ça qui offre le meilleur soulagement. Donc oui, allez parler de vos problèmes, mais aussi allez vous faire traiter, allez travailler au niveau somatique. Et là, vous allez me dire, mais je fais ça comment, moi? Donc, je veux vous donner maintenant certaines méthodes, certaines choses qui peuvent vous aider au-delà de lire des livres là-dessus. T'sais. Je vais juste retrouver mes notes où est-ce que j'avais écrit ça. Comme je l'ai dit, j'avais des notes un peu partout. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Bon, c'est sûr que... je vais vous parler de certaines émotions précises avec des organes après. Bon, j'ai plein d'affaires à vous dire. Bon, allons dans les approches somatiques. Si vous allez sur les internets, puis vous cliquez ou vous cherchez approche somatique, il y a différentes méthodes. Par exemple, il y a SE, Somatic Experiencing. Peter Levine, que je vous parlais, qui est un auteur, lui, il a développé cette méthode-là, qui est, par exemple, une approche thérapeutique pour traiter les traumatismes en libérant les réponses de stress emprisonnées dans le corps. Ça, c'est la définition fancy. Bon, ça le répète, là, genre, tu utilises ton corps pour libérer les stress. Ensuite, il y a, par exemple, la technique Alexander qui, se concentre sur la correction des habitudes de posture et de mouvement pour réduire les tensions corporelles. Et ils disent aussi améliorer la coordination. Honnêtement, là, on s'entend, là, n'importe quelle pratique de mouvement va t'aider. Tu as déjà été courir ou marcher, puis tu te sentais vraiment mieux émotionnellement après. Tu as déjà eu de la colère, puis tu allé faire un cours de boxe, puis my God, que ça t'a fait du bien de release, de relâcher ta colère. Tu as déjà été faire du yoga, puis tu étais dans une profonde tristesse, tu as pris le temps de respirer, tu as peut-être pleuré à la fin de ton cours de yoga en Shavasana, puis après ça, mon Dieu, que tu t'étais libéré. Hein, je pense qu'on comprend que n'importe quelle pratique de mouvement devient une approche somatique qui peut t'aider, bien sûr, avec tout ça.
Ensuite, on tombe dans les méthodes de relaxation pour aider, entre autres, tout ce qui est gestion du stress. Est-ce que j'ai besoin de répéter le mot stress une 100e fois? Probablement dans ce podcast que je vais le faire. Mais tout ça pour dire qu'on comprend que quand tu arrives à connecter avec ton corps, à calmer ton système nerveux, puis on va revenir au système nerveux, puis à relaxer, bien, c'est sûr que ça, c'est tous des outils qui vont t'aider avec ta gestion du stress et donc qui vont t'aider à prévenir beaucoup de malaise, de mal-être, de maladie. Donc, je passe rapidement parce que c'est des choses qu'on sait, qu'on a déjà entendues. J'ai des épisodes de podcast sur la gestion du stress au complet. Bon, bien sûr, la respiration profonde. Donc, diaphragme, respiration en carré, respiration avec une expiration qui est plus lente, respiration par le nez, ventrale. Il y en a plein de méthodes, là, mais juste de commencer à prendre conscience de sa respiration pour calmer ton système nerveux, c'est super important. Tout ce qui est méditation, pleine conscience, mindfulness, ça aussi, il y a plein de méthodes. Ça peut être des méditations guidées, en nature, avec des mantras, en silence. Bref, on veut développer la conscience du moment présent. On se ramène le focus, l'attention à une chose dans le ici, maintenant, ce qui nous aide à gérer nos pensées, nos émotions stressantes en ayant un ancrage. En s'ancrant, j'allais dire, je sais pas si ça se dit. En ayant un ancrage, en s'enracinant dans le ici, maintenant. Yoga, j'en ai déjà parlé. On parle de yoga qui combine des postures physiques, des techniques de respiration, bien sûr, la méditation. Le tai chi, qigong, qui sont des arts martiaux, mais qui sont des arts martiaux doux, qui améliorent bien sûr la force de l'esprit, la concentration, la flexibilité, la connexion au corps, bien sûr, donc super important. Après, on va dans tout ce qui est des thérapies plus corporelles. Par exemple, un massage. C'est quand la dernière fois que tu as été te faire masser? Donc, bien sûr, le massage, ça va t'aider à soulager tes tensions musculaires, à améliorer ta circulation sanguine. Ça va t'aider à te déposer, à relaxer, à soulager ta douleur. Acupuncture. Si tu n'as jamais fait de l'acupuncture, c'est avec des petites aiguilles fines qui vont placer sur différents points spécifiques sur le corps pour, encore une fois, réduire le stress, réduire la douleur, rééquilibrer l'énergie. Tout ce qui est kinésithérapie, physiothérapie, ostéopathie. Moi, j'ai étudié en kinésithérapie. Je suis une grande fan de l'ostéopathie. Mais c'est des traitements physiques pour améliorer ton mouvement, la fonctionnalité de ton corps, réhabiliter des blessures, soulager la douleur, libérer des choses. Tu sais, moi, puis je sais que Mélissa, qui est mon ostéopathe, que je vous recommande fortement, qui est à Saint-Polycarpe, elle écoute le podcast. Je l'ai déjà reçue comme invitée sur le podcast aussi. Mais bien sûr, quand je vais la voir, j'arrive avec ma liste là, de comme « Ah, je me suis fait mal au doigt, au poignet, à l'épaule, au jiu-jitsu. » Mais on parle énormément aussi de comment je vais niveau émotionnellement. Puis on me fait toujours commencer par une bonne respiration. Puis j'ai dit, je suis comme « Ah ouais, je me sens un petit peu pognée, là. J'ai un petit peu de la misère à aller chercher mon air puis à prendre une belle grande respiration. » Donc, je suis vraiment bloquée un petit peu niveau chakra, niveau énergie, tu sais. Donc, moi, bref, je suis une grande fan de l'ostéopathie, mais tout ce qui est thérapie manuelle, c'est sûr que ça peut aider. Il y a même l'art-thérapie. Certains d'entre vous, peut-être que vous aimez l'art. Peinturer, faire de la couture, dessiner, faire des mandalas, bref, utiliser l'art pour cette expression créative-là qui va te permettre d'explorer, d'exprimer tes émotions. Et ça, c'est excellent, bien sûr, pour ta santé mentale. Après, tu as tout ce qui est les approches de développement personnel. Donc, par exemple, du coaching, littéralement ce que j'offre. Donc, oui, je peux faire autant des programmes d'entraînement pour que tu ailles bouger au niveau somatique, mais souvent, on va parler beaucoup plus de comment tu vas dans tes émotions, dans ton mindset, dans ton day-to-day, ton quotidien, dans ta gestion de stress, dans ton sommeil. Donc, tout ce coaching-là, ça peut t'aider. On en a parlé de la psychothérapie, par exemple en thérapie cognitivo-comportementale. Fait que, tu sais, aider à traiter tes schémas de pensée négatifs qui peuvent affecter ton bien-être émotionnel, qui peut t'aider à modifier ces croyances-là, ces schémas-là pour améliorer ta santé mentale. Et c'est sûr que je mets là-dedans, développement personnel, développement spirituel. Donc, intégrer des éléments de spiritualité, philosophie personnelle ou peu importe, qui va donner une espèce de sens, une direction, qui va te permettre de croire en quelque chose de plus grand que toi. Ce que moi, je trouve très, très rassurant, tu sais.
qui va te permettre de faire peut-être des petits rituels pour toi, que ce soit des rituels de pleine lune, des rituels d'écrire tes intentions, des rituels de connecter avec ton higher self ou avec tes guides. Mais c'est sûr que non seulement ça te permet de te déposer, de rentrer dans ton corps souvent, hein, ce qui est vraiment le but là, de la thérapie somatique, mais bien sûr, d'aller chercher ce support-là, ce réconfort-là, j'ai envie de dire, cette espèce de guidance-là aussi, qui sort de nous, notre propre mental égo, puis nos propres croyances, tu sais. Donc, bien sûr, la spiritualité, je pense que ça fait vraiment partie de tout ça. Je veux revenir au système nerveux pour expliquer un petit peu, puis je vais répéter les mots stress, vous allez voir, mais pour répéter un petit peu... dans le fond, ce qui se passe quand on a, par exemple, une émotion forte. Puis comment cette émotion forte-là, elle peut amener des symptômes dans le corps physique. Parce que, je le répète, tout est interconnecté. C'est un phénomène assez complexe. Puis bien sûr, ça a une interaction avec le système nerveux, le système endocrinien, tes hormones, d'autres systèmes corporels. Mais rapidement, ce qui se passe quand tu as un choc, quand tu as une émotion forte, et je répète, comme le corps garde une mémoire somatique, tu peux littéralement ressentir cette espèce de grosse émotion-là sans avoir vécu la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour ça que la visualisation, c'est aussi puissant. C'est que le corps ne fait pas nécessairement la différence entre qu'est-ce qui se passe pour de vrai, là, dans le 3D en ce moment, versus qu'est-ce que tu as vécu dans le passé. Fait que tu peux être triggered, ton système nerveux peut réagir automatiquement, ton SNA, ton système nerveux autonome ça le dit, c'est pas des choses que tu contrôles, même s'il y a pas la menace, même si t'as pas 8 ans en train de te faire engueuler par tes parents ou en train de te faire, je sais pas moi, malheureusement, frapper par quelqu'un ou en train d'avoir un autre type de trauma, tu sais, peu importe. C'est pour ça que c'est important de libérer ça, parce que le système nerveux va réagir selon les mémoires qui sont enregistrées dans le corps. Alors, si tu ne libères pas les mémoires somatiques, ben tu vas toujours être triggered, tu vas toujours réagir physiologiquement, ce qui va affecter bien sûr ton mental puis ton émotionnel, based on, donc selon ces mémoires-là du passé. Fait que quand tu ressens une émotion intense comme ta peur, de la colère, du stress, ton système nerveux autonome, il est activé. Ton système nerveux autonome, là, il régule tes fonctions corporelles qui sont involontaires. Genre fréquence cardiaque, respiration, digestion, etc. C'est autonome, c'est automatique. Je veux dire, ça serait vraiment poche si à tous les jours, il faudrait se rappeler de « Hey, corps, oublie pas de battre ton cœur, là. Puis, hey, oublie pas de respirer. Puis là, je viens de manger, fait que, go, je dois activer ma digestion. » Ça se fait grâce à l'activation du système nerveux autonome. Système nerveux autonome, tu as ton système nerveux sympathique, ton système nerveux parasympathique. Ton système nerveux sympathique, c'est comme « Go, je me déclenche, il s'est passé quelque chose, je mobilise de l'énergie. » Souvent, on appelle ça « fight or flight », lutte ou fuite. Ta fréquence cardiaque, elle va augmenter, ta respiration va être plus rapide, tu vas libérer de l'adrénaline, du cortisol, parce que ton corps, il faut qu'il réagisse. Après avoir réagi, idéalement, on revient dans le système nerveux parasympathique, qui, lui, est là pour le rest and digest. Ou j'avais entendu d'autres expressions aussi, je m'en souviens pas, non, ça ne viendra pas. Mais bref, lui, il veut calmer le corps, revenir à un état de repos. Sauf que si tu es tout le temps en stress chronique, ton stress il est trop intense, puis tu es dans un système nerveux qui est dérégulé, ben ça va être perturbé, ce processus-là. Puis ça se peut que tu reviennes même pas à ton système nerveux parasympathique. Et c'est ça qui cause énormément de problématiques, entre autres de la douleur chronique. Une autre chose qui se passe, c'est que tu vas libérer des hormones du stress. On connaît bien le cortisol, hein, le cortisol qui est l'hormone du stress, qui va affecter ton métabolisme, qui va affecter ton système immunitaire, qui va même influencer comment tu régularises ton sucre dans le sang. Fait que, petite parenthèse, les gens qui ont de la difficulté, entre autres, à perdre du gras, puis on dit souvent perdre du poids, mais moi je dis perdre du gras, à perdre du gras. Donc, à améliorer leur composition corporelle. Si l'insuline, le taux de sucre qui est all over the place, ben c'est intimement relié à ton taux de cortisol. Et vice-versa. Si tu as un taux de stress cortisol dans le tapis, tu as beau super bien manger puis bouger, ça va être très, très difficile pour toi de réguler ton sucre dans le sang. Et la régulation de l'insuline, c'est un des facteurs principaux sur
la composition corporelle. Ensuite, tu as l'adrénaline. Hein, on le sait tout, l'adrénaline, c'est les gens qui vont soulever une voiture parce que leur enfant est pogné en dessous, tu sais. Bon, ça, c'est sûr que ça dilate tes voies respiratoires, tu mobilises tes réserves d'énergie, tu as la fréquence cardiaque dans le tapis, c'est comme go. Ce genre de changement hormonal-là, là, surtout s'il est intense, surtout s'il dure, c'est sûr que ça va t'entraîner des symptômes physiques. Tu vas avoir des palpitations cardiaques, tu vas respirer rapidement, tu vas peut-être trembler, tu vas peut-être avoir mal. Tu sais, quand le stress retombe, des fois, là, par exemple, après un accident de voiture, là, tu fais comme « Oh mon Dieu, j'étais correct, là, j'avais l'adrénaline dans le tapis, je sentais pas que j'avais mal nulle part. » Et là, quelques heures après, au lendemain, tu fais comme « Oh my God, j'ai tellement mal dans le cou ou j'ai mal partout, je m'en étais pas rendu compte. » Donc, on retourne dans le corps avec ces sensations-là. Ensuite, ça, j'en ai déjà parlé, bien sûr, quand tu as une réponse, quand tu as une émotion élevée, bon, tension musculaire, problèmes gastro-intestinaux, réponse immunitaire. Je passe rapidement à travers mes notes, je vois le temps avancer, puis je veux finir avec les émotions précises reliées aux organes. Puis, bien sûr, la dernière chose à travers ça, c'est l'influence de tes pensées et de tes perceptions. Tu peux avoir une même situation qui se passe pour 10 personnes, les 10 personnes vont réagir différemment. Donc, si tu es quelqu'un qui est dans un système nerveux dérégulé, qui a vécu beaucoup de chocs, qui a encore beaucoup de mémoire somatique dans son corps associée à ça, du trauma, etc., mais ça se peut que la situation X, ça te cause énormément de peur et d'anxiété qui vont intensifier ton stress, ta douleur, qui va créer un cercle vicieux finalement. Versus quelqu'un d'autre qui a un système nerveux régulé, qui a fait énormément de régulation au niveau de ses émotions aussi, qui fait beaucoup de pratiques somatiques, que ce soit en traitement ou que ce soit par le mouvement, bien, ça se peut que la même situation, OK, ça cause peut-être un petit stress, mais cette personne-là va revenir à son état d'équilibre, de parasympathique plus rapidement et ne rentrera pas dans ce cercle vicieux-là. All right? Donc, tu sais, pour résumer, là, les émotions fortes, ça affecte autant ton corps physique, par des mécanismes de système nerveux, des mécanismes hormonaux, des mécanismes psychosomatiques. C'est une partie naturelle de comment le corps va gérer les menaces et les défis, sauf que si ça devient chronique ou excessif, c'est là que ça occasionne des maux MAUX, des problèmes de santé physique. D'où, encore une fois, l'importance de reconnaître une relation consciente entre ton esprit et ton corps. Et la dernière chose que je veux te jaser aujourd'hui, c'est la relation entre les émotions puis les organes. Ça aussi, il y a des livres là-dessus, c'est fascinant. C'est une perspective qui est explorée dans différentes traditions. Par exemple, la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda. Tu sais, ces médecines-là là, qui prennent vraiment en compte le pouvoir du corps là, puis la relation de tous nos corps ensemble. Fait qu'eux, ils vont chercher traditionnellement comment certaines émotions sont associées à des organes spécifiques. Puis ils ont des interprétations, bien sûr, des approches différentes, mais ça revient de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ouverts à des méthodes plus holistiques, plus naturelles, plus fonctionnelles et moins avec ce qu'on appelle peut-être médecine conventionnelle. Médecine traditionnelle chinoise, j'en connais vraiment pas beaucoup, mais ce que je connais, c'est fascinant. Fait que rapidement, entre autres, les poumons, c'est associé au deuil. Donc, selon la médecine traditionnelle chinoise, ils disent que les poumons régulent le qi, donc l'énergie vitale, puis c'est associé à la capacité de se laisser aller puis de faire le deuil. Fait que tout ce qui est tristesse, chagrin, ça peut affecter tes fonctions pulmonaires. Peut-être que tu vas avoir une respiration plus difficile, une toux, tu sais, tousser, etc. Donc, les gens qui vivent un deuil, par exemple, il y a quelqu'un de proche d'eux qui décède, puis que le lendemain, ils sont en mode genre « La vie continue, je m'en vais travailler, puis j'ai pas besoin de vivre mon deuil, puis ça me fait du bien changer des idées. » Ça se peut que tes poumons, ils enregistrent ça, que tu suppresses cette émotion du deuil. En fait, le deuil englobe plusieurs émotions différentes. Donc, ça se peut que plus tard, ça se reflète dans des affections pulmonaires. Le foie, beaucoup relié à la colère. J'adore le foie. Le foie, c'est un de mes organes préférés, pour ne pas dire mon organe préféré. Je viens littéralement de finir un liver flush, donc un flush du foie, ce que je fais à chaque printemps et automne maintenant. Avant, j'en faisais un par année. Là, j'en fais 2 depuis les 2 dernières années. Donc, même chose, hein, c'est toujours la circulation du qi, la circulation de l'énergie vitale dans le corps. Donc, qu'est-ce qui est frustration, colère, ça peut entraîner des blocages dans le foie. Tu vas avoir des douleurs dans les côtes, des maux de tête, des troubles digestifs, de l'irritabilité. Donc, bien sûr, tu peux travailler ton foie avec ce que tu manges, avec ton exposition de toxines, mais aussi en t'assurant de libérer ta colère. Les reins, c'est associé à la peur en médecine traditionnelle chinoise. Donc,
Même chose, hein, c'est une force intérieure. Fait qu'est-ce qui est une peur excessive ou chronique? Tu peux affaiblir l'énergie de tes reins. Tu peux avoir des douleurs lombaires. Tu sais, les gens qui ont comme toujours mal au bas du dos, bon, peut-être que vous êtes trop assis, vous bougez pas assez, peut-être que vos abdos sont pas super forts, mais peut-être aussi que tu as beaucoup de peur dans ton corps. Fatigue générale, problème d'urination, bien sûr, hein? Cœur est associé à plein de choses, à l'amour, à la joie. Donc, c'est pour ça que des fois, là, on a comme un excès de joie, on vit des gros moments de bliss, puis on le sent dans notre cœur que ça l'ouvre, tu sais. Donc, le cœur régule aussi, bien sûr, tout ce qui est émotion, bien-être, etc. Je vais vous en nommer 2 derniers. On va y aller avec, j'ai ma petite liste ici. Estomac, apparemment, c'est relié beaucoup à un excès de réflexion, une rumination mentale. Donc, une réflexion qui est excessive. Genre, on est dans notre tête vraiment, vraiment beaucoup. Ce que je vous disais tantôt, tu sais, l'émotion va durer quelques minutes, puis la raison pourquoi on a l'impression qu'on est en colère pendant genre 3 jours, c'est parce qu'on rumine énormément dans notre tête. Donc ça peut occasionner des troubles digestifs, des douleurs abdominales, entre autres, par rapport à l'estomac. Et le dernier, on va parler, par exemple, on va y aller avec les intestins. Donc, parfois associés à la déprime ou la tristesse. Ils ont un rôle, bien sûr, j'en ai déjà parlé, dans tout ce qui est l'effet des émotions, du stress sur, bien sûr, notre digestion, mais sur autre chose. Fait qu'entre autres, la dépression peut affecter la digestion, les fonctions intestinales, constipation, diarrhée et tout le reste que ça implique. Je pense que j'ai fait le tour. Je relis mes notes rapidement. J'avais comme divisé ça en différentes sections. Je trouve ça cool parce qu'on dirait que j'ai fait comme une petite recherche universitaire là, pour comme si j'allais écrire un papier ou faire genre une masterclass sur tout ce qui est somatique. Parce que, tu sais, je vous le dis souvent, moi, je suis pas experte dans rien, là. Je connais un peu de choses sur plein de sujets. Je me considère un peu comme quelqu'un qui est généraliste. C'est pour ça que j'aime ça avoir des invités qui sont experts dans des sujets. Entre autres, j'avais invité Tess sur le podcast pour parler de la régulation du système nerveux. Elle, c'est son dada, c'est son expertise, tu sais. Mais moi, j'adore lire, apprendre sur des podcasts, apprendre de mes invités sur plein d'affaires. Puis quand je veux faire des sujets comme ça, deep dive en profondeur, ben c'est là que je prends le temps plus de faire des recherches. Moi, j'apprends des choses, j'organise un peu mes pensées, qu'est-ce que je veux vous dire. Puis comme à chaque fois, j'essaie de vulgariser le plus possible, tu sais, de rendre des concepts un petit peu flous des fois, puis mettre ça vraiment de façon concrète, vulgarisée. Fait que bref, tout ça pour dire que j'espère que ça vous a aidé à comprendre c'est quoi l'aspect somatique, pourquoi ça joue un rôle fondamental dans le bien-être global, pourquoi c'est tellement important de considérer le corps dans son ensemble, hein, la dimension autant physique, émotionnelle que mentale, et même, j'ajouterais, énergétique, spirituelle. Puis que ça prend des approches qui sont intégratives, complémentaires, pour vous aider à améliorer votre qualité de vie, à réduire votre stress, je le répète encore, à favoriser une meilleure santé globale, à harmoniser. Hein, quel beau mot! Harmoniser le corps et l'esprit. Puis bien sûr, ça prend une combinaison de plusieurs modalités. Ce que je fais dans mon coaching, entre autres, ce que j'amène sur le podcast, ce qui joint un petit peu mon analogie d'être généraliste, hein, d'aller chercher, bon, oui, des étirements, mais aussi de la psychothérapie et aussi des aliments qui sont pleins de vitamines et d'antioxydants et anti-inflammatoires, et du Reiki, et du journaling. Donc, c'est vraiment l'ensemble de toutes ces belles habitudes-là qui va faire en sorte qu'on va se sentir bien dans notre tête, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps. Donc, questions, commentaires, feedback, please let me know si tu as appris quelque chose, que tu as eu un bon rappel, que ça t'a aidé avec quoi que ce soit. Partage-moi ça sur les réseaux sociaux ou par courriel. Envoie l'épisode à quelqu'un pour qui tu penses que ça pourrait être awesome et peut-être quelqu'un qui t'est approché. « Hey, on devrait faire du yoga somatique! » Je vous répète que faites attention au trend puis à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, OK? Le yoga, c'est somatique. Bref. Donc, je finis comme d'habitude avec un quote. « Your mind is a... » Oh, ça va être dur à dire en anglais après avoir parlé pendant 50 minutes. « A reservoir. » Un réservoir de potentiel. En fait, je vais le traduire automatiquement. Donc, ton mind, ton esprit, c'est un réservoir de potentiel. Ton cœur, c'est un océan de force. Ton âme, c'est a well of talents. Donc, un well en français, c'est comme un... J'ai juste le mot « étang » qui me vient en tête, mais bref, un espace de talent. Et ton corps, ben, c'est un vaisseau de puissance. Fait que tout a sa place. Tout travaille ensemble pour t'aider à avoir de la force, de l'amour, du potentiel, du pouvoir. Donc, je te souhaite vraiment de voir ton corps, de te voir toi dans ton entièreté dès aujourd'hui et de t'assurer d'inclure un petit peu de somatique dans tes pratiques pour que tu te sentes bien, autant dans ton corps,
dans ton esprit, dans ton âme et dans ton cœur.